Le soleil de fin d'été sur la ville de Fairbridge diffusait une lumière dorée et grisâtre, ni crue ni douce, comme si le ciel lui-même hésitait entre le présent et le souvenir. Le long d'un chemin de terre au sud de la ville, un vieux pick-up rouillé s'arrêta devant une maison en bois dissimulée derrière une rangée de pins centenaires. La porte grinça en s'ouvrant et Caleb Monroe en descendit, les épaules alourdies par un sac à dos poussiéreux, sa silhouette élancée, trahissant une sorte de distance comme l'ombre d'un homme qu'il avait cessé d'être. La maison appartenait autrefois à Isaac, son meilleur ami dans l'armée, un frère d'armes qui n'était jamais revenu de leur dernière mission. Elle semblait figée dans le temps, avec sa peinture écaillée, une fenêtre fissurée et des marches en bois qui protestaient sous le poids. Mais pour Caleb, ce n'était pas un refuge. C'était une cicatrice, la dernière chose à laquelle il pouvait se raccrocher maintenant que la guerre était finie. Enfin, à l'extérieur, car dans son esprit, rien ne s'était vraiment apaisé. Il parlait peu aux voisins. À la place d'un bonjour, un simple hochement de tête pour le facteur. Il vivait dans cette maison comme un fantôme, respirant sans vraiment exister. Les nuits étaient longues, infinies, rythmées par le chant lointain des grillons et le silence pesant qui suintait par les volets rouillés. Il dormait peu. Étendu dans la chambre qu'occupait autrefois Isaac, il restait là, les yeux ouverts, la sueur collée au dos, comme s'il était encore couché dans une tranchée à l'autre bout du monde, entouré d'ennemis invisibles. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi de quelle ville vous nous regardez. Et maintenant, reprenons l'histoire. Une nuit, alors que l'horloge venait de dépasser minuit, Caleb glissa sous le lit et sortit un vieux coffre en bois dont la serrure rouillée résistait à peine. Il ne l'avait jamais ouvert depuis son retour. À l'intérieur, il trouva des photographies usées, quelques carnets, l'écusson de leur unité et une enveloppe jaunie, scellée, marquée d'une écriture nette et confiante, celle d'Isaac. Caleb s'assit sur le sol, les mains tremblantes, et déchira doucement le papier. « Hey Cal, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis probablement plus là, assis à côté de toi comme avant. Je ne sais pas ce que cette guerre nous prendra, mais s'il y a bien une chose qui me console, c'est de penser à toi. J'ai une seule demande, garde Tyson. Pas seulement parce que c'est un chien, c'est ce qu'il reste de meilleur en nous deux. Il sait, il se souvient des choses qu'on n'a jamais réussi à se dire. Si je ne rentre pas, ne le laisse pas affronter ce monde seul. » Caleb replia la lettre et la serra contre sa poitrine, comme s'il s'accrochait à une photo d'un être disparu. Ce n'était pas seulement du chagrin, c'était le poids d'une confiance déposée entre ses mains. Lentement, il se leva et ouvrit la porte arrière. Le clair de lune baignait le jardin en friche. Au-delà de la clôture, derrière le vieux commissariat, un chien apparaissait parfois la nuit. Silencieux, immobile, Tyson. Il n'avait pas besoin de le voir clairement. Sa posture lui suffisait. C'était celle d'un soldat qui ne demande plus rien à la vie, mais qui reste là, fidèle, comme si la mission n'était jamais terminée. Autour de son cou pendait une chaîne argentée. Ses yeux semblaient avoir traversé les flammes. Ses oreilles se dressaient encore, bien que son dos soit voûté, son museau blanchi par les années. Tyson était un chien d'intervention, un vétéran de combat qui avait servi aux côtés d'Isaac dans des dizaines d'opérations. Après la mort de son maître, il avait été mis en cage derrière le poste de police en attente d'une décision administrative. Pour l'État, il était devenu un bien public à réformer ou à éliminer. Mais pour Caleb, Tyson était tout ce qu'il restait d'une amitié, d'un serment et d'un passé qu'il n'avait jamais osé affronter. Cette nuit-là, Caleb s'assit contre la clôture jusqu'à ce que l'humidité lui traverse la chemise. Tyson ne grogna pas. Il le regarda, un regard long, profond, un silence de survivant. Caleb souffla doucement, puis glissa la main entre les barreaux. Tyson s'approcha, posant son museau contre cette main tendue. Ce n'était pas un geste de chien, c'était celui d'une mémoire. Aucune parole n'était nécessaire. Entre un soldat et un chien qui avait bravé la guerre, le langage n'avait plus d'importance. Tyson était encore là, et Caleb savait que cette fois, il ne le laisserait pas derrière. Le lendemain, la ville de Fairbridge s'apprêtait à célébrer sa foire annuelle. Mais Caleb n'avait pas le cœur à la fête, il savait que ce jour-là, Tyson allait être mis aux enchères, vendu, comme une pièce usée, un animal de service périmé. Dans sa poche, il portait la lettre d'Isaac, et dans ses yeux, il portait le regard de Tyson, celui d'un chien qui avait tant donné et qui attendait encore, dans le silence, d'être ramené à la maison. Les premières lueurs du matin s'étaient glissées timidement entre les rideaux poussiéreux de la vieille maison. Rien de tranchant dans cette lumière. Elle rampait sur le plancher usé comme une main hésitante posée sur une cicatrice.
Caleb était resté immobile toute la nuit. La lettre d'Isaac reposait encore sur ses genoux, pliée avec soin, ses bords recourbés comme les angles d'une blessure que le temps refuse de refermer. Il l'avait relue encore et encore, espérant qu'une phrase nouvelle apparaisse, que quelques mots oubliés viennent lui offrir un second souffle. Mais les lignes restaient les mêmes, simples, directes, porteuses d'un poids immense. Isaac n'avait pas supplié, il n'avait pas quémandé. Il avait juste ordonné, d'une voix calme, comme dans les jours de mission, « Si je meurs, garde Tyson, pas si tu peux, pas si tu veux », c'était une instruction, une certitude. Le vent du matin glissa par une fissure dans la porte, soulevant une mèche de cheveux mal peignés sur le front de Caleb. Il se leva lentement, ses pas résonnant sur le bois fatigué du plancher, et s'approcha du vieux meuble métallique dans l'angle de la pièce. Sous une pile de vestes militaires et de souvenirs abandonnés, il tira un bocal en verre qu'il avait rempli pièce par pièce au fil des années. Quelques billets froissés, des pièces d'argent, un dollar commémoratif et un vieux ruban adhésif autour du couvercle sur lequel il avait griffonné au stylo « Bille » pour plus tard « C ». Il ne s'était jamais autorisé à y toucher. Chaque centime venait de petits travaux qu'il avait acceptés pour garder l'esprit occupé. Nettoyer des écuries, tondre des pelouses, aider au chargement de vieilles granges, un argent jamais dépensé pour lui-même. C'était sa manière d'essayer de réparer. Après les nuits sans sommeil, après les morts, après les promesses oubliées, il vida doucement le contenu du bocal sur la table. Le bruit métallique des pièces tombant semblait résonner plus fort que la pluie sur le toit. Il les compta lentement, les rangeant dans un petit sac en toile. Elles étaient froides dans sa main, presque accusatrices. Pas assez pour acheter un chien, pensait-il. Mais peut-être assez pour racheter une mémoire, ou une vie, ou quelque chose qu'il avait laissé derrière lui et qu'il appelait aujourd'hui. Avant de partir, Caleb fit une pause devant la porte arrière. Il regarda une dernière fois le jardin envahi par les mauvaises herbes. Au fond, derrière la clôture vermoulue, il aperçut une silhouette assise. Tyson, toujours là, immobile, une sentinelle silencieuse. Ce n'était pas l'attitude d'un chien en cage, c'était celle d'un soldat encore en mission. La tête haute, le regard fixe, les oreilles dressées, comme au premier jour. Il n'aboyait pas, il ne remuait pas la queue, il était toujours à son poste. Caleb s'approcha de la vieille camionnette, s'installa au volant, serra le sac de toile contre lui et démarra. Le moteur ronronna faiblement puis s'engagea dans la poussière du chemin. Il n'y avait ni musique ni radio, juste le bruit du vent et celui de ses pensées qui grondaient dans le silence. La ville de Fairbridge, en saison de foire, avait quelque chose de surréaliste. Des drapeaux colorés pendaient entre les lampadaires, des enfants couraient avec des ballons, des haut-parleurs grésillants diffusaient de vieux airs country depuis une scène centrale, et les odeurs de maïs grillé et de caramel flottaient dans l'air chaud. Les rues étaient pleines de familles souriantes, de groupes d'adolescents, de vétérans portant des casquettes de leur ancienne division. Mais Caleb n'était pas là pour les souvenirs, ni pour les rires. Il ne venait pas chercher une place dans cette scène. Il venait pour Tyson. Derrière les enclos du vieux marché aux bestiaux, un bâtiment en bois sombre se dressait, ignoré du reste de la foule. Sa peinture s'écaillait, le toit en tôle rouillée grinçait sous le vent, et une pancarte suspendue de travers annonçait simplement « Vente aux enchères K9 retraité, Tyson, 10 heures ». Caleb respira profondément et entra. L'intérieur était nu, dépouillé, baigné par des faisceaux de lumière filtrant à travers les vitres sales. Une petite estrade au centre, quelques bancs en bois mal poncés, et, dans un coin, une cage en métal avec une couverture jetée à moitié dessus. À l'intérieur, assis avec la rigueur d'un soldat en position d'attente, se trouvait Tyson. Il n'avait pas bougé, son dos était droit, son regard fixé, sa gueule grisonnait, ses yeux étaient rouges sur les bords, mais rien en lui ne trahissait la fatigue. Il était toujours prêt, toujours vigilant. Caleb avança lentement, ses bottes frottant le bois. Il s'agenouilla devant la cage, les regards se croisèrent, pas celui d'un maître et de son animal, mais d'un homme et d'un frère d'armes, un lien brisé en train de se reformer dans le silence. Peu à peu, les gens entrèrent dans la salle, remplissant les bancs sans un mot. Le calme se dissipa doucement, remplacé par un frémissement, comme si quelque chose allait se produire. Mais Tyson ne réagit à personne. Son attention restait fixée sur Caleb. Sur le seul visage qui l'attendait encore, un homme en costume noir s'approcha lentement de la cage. Tyson se raidit. Pas un grognement, mais une tension dans l'air.
une crispation de ses pattes, un regard qui se fit plus sombre, comme si son instinct reconnaissait ce que les autres ne voyaient pas. Caleb se redressa. Il serra le sac de toile entre ses doigts. Il savait qu'il n'avait pas assez d'argent, mais il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Une promesse, et un chien qui n'avait jamais oublié. La porte du bâtiment se referma doucement derrière les derniers arrivants. Les bancs étaient désormais tous occupés. Un mélange de curieux, de retraités, de visages connus et de quelques étrangers attirés par l'odeur d'une vieille histoire en train de remonter à la surface. Dans l'air, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était plus un simple local d'enchères. C'était devenu une pièce tendue comme une corde, prête à se rompre à tout moment. Le chien, Tyson, était là, figé, les yeux rivés sur Caleb, comme un soldat attendant un ordre. Il n'avait pas bronché lorsque des gens s'étaient assis, ni quand les voix avaient commencé à se mêler en murmures. Il n'attendait pas une main tendue, il n'attendait que lui. Et Caleb le sentait dans chaque battement de son cœur. Le lien entre eux ne tenait pas à des années passées ensemble, mais à ce qu'ils avaient tous deux perdu, à ce qu'ils avaient traversé, sans jamais se le dire. Assis sur la dernière rangée, Caleb observait chaque visage. Certains étaient des habitants de Fairbridge, d'autres non. Deux hommes se détachaient nettement du reste de la salle. Le premier, assis au premier rang, portait un costume gris impeccable, une montre en or scintillant sous les néons faiblards et une expression si froide qu'elle en semblait métallique. Il ne bougeait pas. Même son dos ne reposait pas contre le dossier de la chaise. Son regard était fixé sur Tyson, non pas avec de la tendresse, mais avec l'œil d'un homme qui évaluait un objet, une machine, une pièce détachée. Cet homme, c'était Warren Price, directeur d'une société de sécurité privée très influente dans la région. Il était connu pour ses contrats confidentiels, ses escortes de convois et pour des activités dont personne n'osait parler à voix haute. Caleb sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas la richesse de Warren qui l'inquiétait, ni même son autorité. C'était le regard de Tyson. Le chien l'avait reconnu. Ce n'était pas de la peur ni de la haine, c'était un arrêt, une crispation, un souvenir brutal qui remontait dans ses muscles, dans ses os. Tyson n'aboyait pas, mais son corps parlait pour lui. L'autre homme se tenait debout au fond de la salle, vêtu simplement, chemise pâle et jean élimé, le visage buriné par le vent et le deuil. Son nom, Gary Ellison, agriculteur à la retraite, reclus depuis la mort de sa femme. Mais Caleb avait entendu des murmures. Gary avait perdu sa fille, Rhys, une enquêtrice pour la police locale. Elle était morte dans un accident de voiture après avoir enquêté sur une entreprise liée à Warren Price. Personne n'avait jamais rien prouvé. Mais Gary, lui, n'avait jamais cessé de chercher. Aujourd'hui, il était là. Et dans ses yeux, Caleb vit quelque chose de rare. Pas de vengeance, pas de rage. Une douleur droite, solide. Une volonté calme, mais inébranlable. Le maître de cérémonie entra enfin. Un homme en veste brune, sourire figé, la voix douce mais trop lisse, comme s'il avait trop souvent annoncé des mauvaises nouvelles, avec des mots bien polis. Il tapota le micro, le régla et prononça d'un ton artificiel. « Nous ouvrons aujourd'hui la vente avec un spécimen unique. Tyson, 9 ans et demi, berger allemand pur sang, formation militaire, capable d'être reconverti en chien de garde, chien de service ou compagnon de confiance. Qui ouvre les enchères ?» Quelques murmures, une main timide, 30 $, puis 40, 50. Caleb resta assis. Il serrait le sac de toile dans ses mains. Ce n'était pas la somme qui lui donnait la nausée, c'était d'entendre ce nom, Tyson, lancé comme une étiquette de supermarché, comme un lot à saisir, une carcasse oubliée, un prix, comme si toute cette vie, tous ces souvenirs, ne valaient qu'un numéro sur un formulaire. 120, au premier rang, annonça l'animateur avec un sourire ravi. Warren venait d'entrer dans le jeu. Caleb se leva. Il ne savait pas ce qu'il allait faire, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester là, à regarder Tyson disparaître entre les mains de ce genre d'homme. Ses bottes claquèrent doucement sur le parquet, rompant le rythme de la pièce. Les regards se tournèrent. Un homme solitaire, sans costume, sans cravate, sans sourire. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose que même les plus riches ne pouvaient ignorer. Une douleur droite, un feu tranquille. Il avança vers la table, posa le sac de toile dessus, et en sortit le bocal de verre. Les pièces tintèrent en se déversant. Les billets froissés s'étalèrent comme des feuilles mortes, et la lumière frappa la pièce commémorative, celle qu'Isaac lui avait donnée autrefois. Personne ne rit, pas tout de suite. Il n'y avait pas d'humiliation dans l'air, juste une incompréhension glacée.
Le maître de cérémonie cligna des yeux, puis afficha un sourire gêné. Il compta rapidement, marmonna « Vous avez 58 $ et 32 cents, monsieur. Je suis désolé, mais ce n'est pas suffisant. » Il reposa le bocal comme s'il rendait un verdict. Tyson, toujours debout dans la cage, ne cligna même pas des yeux. Il regardait Caleb. Droit, network, il avait compris. C'est à ce moment-là que Tyson poussa un son. Ce n'était pas un aboiement, ce n'était pas un gémissement. C'était profond, un souffle grave, presque ancien, comme s'il émergeait de quelque chose de plus grand que lui, de plus vieux. Un son qui résonna dans la salle, frappant chaque banc, chaque mur, chaque poitrine. Le bruit d'un souvenir qui refuse d'être enterré. Personne ne parla, personne ne se leva. Ce n'était pas un chien ordinaire, ce n'était pas une scène de foire. C'était un instant suspendu, une voix du passé, et Caleb, droit comme une tombe, ne bougea pas. Il avait tout mis sur la table, pas seulement de l'argent, mais son histoire, sa loyauté et sa dette. Tyson, dans cette cage, avait compris, et avec ce cri venu de loin, il venait de rappeler à tout le monde ce qu'ils étaient en train de perdre. Dans la pièce figée, ce son venu du fond de la cage continuait de résonner dans les esprits. Ce n'était pas un cri de douleur, ce n'était pas un appel, c'était un écho, celui de toutes les nuits d'attente, de toutes les missions partagées, de toutes les pertes tues. Et maintenant, il était là, devant eux. Un chien âgé, seul dans une cage, qui avait tout vu, tout entendu, et qui refusait, même à l'automne de sa vie, de se taire. Caleb ne baissa pas les yeux. Il ne quitta pas la cage du regard. Ce n'était pas un échec. Ce n'était pas un refus. C'était un mur qui venait de se dresser. Et à travers ce mur, Tyson avait lancé la première brèche. Le maître de cérémonie, un peu pâle, reposa le bocal sur la table avec précaution, comme s'il manipulait une urne. « Je suis désolé », répéta-t-il cette fois d'une voix moins ferme. Caleb hocha la tête, il s'y attendait. Il recula de quelques pas, sans courber les épaules, sans quitter Tyson du regard. Il avançait comme un homme qui vient de poser un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. Puis, alors que tout semblait se refermer, Tyson aboya. Pas un aboiement sec ou nerveux, un son plein, riche, tranchant comme une lame dans l'air figé. Un cri de guerre, un cri qu'aucun vétérinaire, aucun bureaucrate, aucun maître de cérémonie n'avait entendu depuis des années. Le genre de cri qu'on entend dans les tranchées quand tout semble perdu mais qu'on refuse de tomber. Les gens sursautèrent, certains se redressèrent. Le silence revint, plus lourd encore. Tyson était maintenant debout, les pattes écartées, la tête haute, le regard ardent. Ce n'était plus un chien à vendre, c'était un survivant, une légende, un souvenir incarné. Caleb s'arrêta net. Ce cri, il le connaissait. Il l'avait entendu une nuit sans lune, en Afghanistan lorsqu'Isaac avait été touché. Tyson avait aboyé ainsi, à travers la poussière et le feu, pour couvrir Caleb, pour lui dire « Ne bouge pas, je tiens la ligne ». Et maintenant, des années plus tard, ce même cri le rattrapait. Comme si Tyson refusait de le laisser s'en aller. Caleb se retourna lentement. Tyson aboya une deuxième fois. Cette fois, ce n'était pas un cri de détresse, c'était un rappel, une convocation, une reconnaissance. La pièce entière se figea. Une vieille dame au premier rang porta la main à sa bouche. Un jeune garçon lâcha son sachet de bonbons et murmura à sa mère, c'est comme s'il parlait. Caleb s'approche de la cage, il ne dit rien, il posa une main contre le grillage. Tyson ne recula pas, il ne gémit pas, il le regarda droit dans les yeux. Plus qu'un regard, une déclaration, une supplique muette, comme un soldat trop fatigué pour grogner, mais pas assez pour reculer. Le maître de cérémonie voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Ce n'était plus le moment pour des chiffres, ce n'était plus le moment pour des offres, c'était le moment où une mémoire reprenait ses droits. Caleb posa ses doigts sur le métal froid. Il parlait doucement, presque pour lui-même. « Je croyais que je ne ressentirais plus rien. Après la guerre, j'ai tout perdu. Je me suis vidé lentement. Mais toi, tu es resté. Tu n'as jamais réclamé, tu n'as jamais fui, tu n'as jamais cessé de croire. » Tyson laissa échapper un souffle, un demi-soupir, un souffle ancien, comme un vieil homme qui aurait tant vu qu'il ne parlait plus qu'avec les yeux. Et dans cette salle, il n'y avait plus d'enchères, plus de public. Il y avait un homme brisé, un chien vieilli, et un serment prononcé des années plus tôt, dans le désert, entre deux âmes qui avaient vu l'enfer et qui refusaient de le laisser les dévorer. Caleb ferma les yeux, et pendant un bref instant, il ne fut plus à Fairbridge. Il était de retour dans ce désert, la terre humide de sang, les bottes d'Isaac à côté de lui, les hurlements au loin, et Tyson seul debout entre lui et la mort. Il rouvrit les yeux et souffla « Je suis désolé ».
Pas une plainte. Pas une demande, une confession. Tyson ne bougea pas. Il se contenta de rester là, le museau tendu, le regard brûlant, comme s'il disait « Je t'ai attendu ». Et dans cette salle, il n'y eut pas de tonnerre, pas de larmes, juste une brise qui passait sous la porte, soulevant un coin du vieux rideau. Et à cet instant précis, une vérité éclata dans le silence. Caleb n'était plus seul. Et Tyson non plus. Un nouveau chapitre venait de s'ouvrir. Pas celui d'un maître retrouvant son chien, mais celui d'un soldat acceptant enfin de reprendre la main tendue qu'il avait laissée derrière lui dans les ruines. Le reste de la vente se poursuivit comme dans un brouillard. Les lots suivants furent annoncés avec une énergie maladroite, mais plus personne n'écoutait vraiment. Les spectateurs n'étaient pas venus pour acheter des outils rouillés ou des cages à moitié vides. Ils étaient revenus voir ce qu'ils ne comprenaient pas. Un homme qui n'avait pas d'argent, mais une dette. Un chien qui ne parlait pas mais qui refusait d'être oublié. Et entre les deux, un silence que personne ne savait interpréter, sauf ceux qui avaient déjà perdu quelqu'un. Tyson fut finalement vendu à Warren Price. Son offre finale, $600 en liquide, avait été acceptée sans objection. La loi était la loi, disait-on. Et le plus offrant repartait avec le bien, même s'il s'agissait d'une âme vivante. Warren s'était levé calmement, sans sourire, avec cette froideur méthodique qu'ont les hommes qui ne laissent rien au hasard. Il s'approcha de la cage, fit un signe à l'homme en charge de la logistique et demanda qu'on lui livre le chien d'ici la fin de journée. Il ne voulait pas se salir les mains. Il achetait, il possédait, mais il ne s'attachait jamais. Caleb ne tenta pas de l'arrêter, pas cette fois. Il sortit du bâtiment comme on sort d'un rêve étouffant. Il avait mal, pas seulement parce qu'il avait échoué, mais parce qu'il avait vu dans les yeux de Tyson un regard qu'il ne pourrait plus oublier. Ce chien avait reconnu le mal. Il avait vu Warren. Et ce qu'il avait vu, ce n'était pas un acheteur. C'était un fantôme du passé. Assis sur le capot de sa camionnette, Caleb resta là longtemps. Il ne fumait pas, ne buvait pas. Il regardait simplement la poussière soulevée par les enfants qui couraient en riant, comme si la légèreté leur appartenait, comme si aucune guerre ne pouvait jamais les atteindre. Et quelque part, il espérait que ce serait vrai, que les choses puissent rester simples, quelque part, qu'un chien loyal ne soit pas réduit à une fonction, une ligne budgétaire, un code de propriété. C'est alors qu'une voix le tira de ses pensées. « Tu l'as bien regardé, n'est-ce pas ?» Caleb leva les yeux. C'était Gary Ellison. Il portait une casquette aux couleurs passées par le soleil et tenait une vieille gourde cabossée dans la main. Ses yeux, fatigués mais encore aiguisés, scrutaient Caleb avec cette attention qu'ont ceux qui ont trop vu pour poser des questions inutiles. « Tyson, tu savais qu'il se souvient de certaines choses, pas vrai ?» Caleb hésita, puis hocha lentement la tête. Il a vu ce qu'aucun rapport n'écrira jamais. Gary s'assit à côté de lui sans demander. Il resta silencieux un moment, observant les familles loup passées, les chevaux tirés des carrioles décorées, les stands colorés où l'on vendait du pop-corn et des souvenirs en plastique. Ma fille a enquêté sur Warren. Elle travaillait pour la police. Officiellement, elle a eu un accident. Officieusement, elle avait trouvé quelque chose. Elle avait même noté le nom d'un chien dans son carnet. Un berger allemand, ancien militaire. Caleb tourna lentement la tête. Il comprenait maintenant pourquoi Gary était resté aussi longtemps au fond de cette salle. Il n'était pas venu acheter. Il était venu écouter, observer, attendre. Elle m'a dit, une semaine avant sa mort, que si quelque chose lui arrivait, ce ne serait pas un hasard, que certains chiens parfois voyaient ce que les hommes refusent de voir. Elle m'a aussi dit que si un jour ce chien se retrouvait dans une cage, je devrais regarder qui essaie de l'acheter. Caleb sentit son cœur ralentir. Chaque mot de Gary tombait comme une pierre dans un lac déjà agité. « Tu crois qu'il se souvient de Warren ?» demanda Caleb. Gary ne répondit pas tout de suite. Il ouvrit sa gourde, en but une gorgée, puis répondit d'un ton calme « Je pense que Tyson ne l'a jamais oublié. » Un silence. Puis Caleb demanda « Et maintenant ?» Gary fixa l'horizon où le soleil commençait à décliner lentement. « Maintenant, tu dois décider si tu veux tourner la page, ou la lire jusqu'au bout. » Caleb se leva, il ne dit rien. Il regarda la rue, les lampions qui commençaient à clignoter, les rires, les manèges, le faux bonheur peint sur les visages. Et il comprit que pour retrouver Tyson, il ne suffisait pas d'ouvrir une cage. Il fallait rouvrir une plaie. Caleb conduisait sans savoir exactement où il allait. Les rues de Fairbridge défilaient lentement sous les roues de sa vieille camionnette, et pourtant, tout semblait immobile. Comme si la ville, sous ses décorations de fête, retenait son souffle. Il ne regardait pas vraiment la route. Il voyait autre chose,
Tyson, ses yeux, ce souffle profond qu'il avait poussé avant d'être emmené, et cette tension dans ses pattes, dans son dos, dans son regard, quand il avait vu Warren Price s'approcher. Ce n'était pas un simple réflexe animal, c'était une mémoire active, un avertissement, une réminiscence d'un moment précis, d'un visage qu'il n'avait jamais oublié. Il se gara près du vieux moulin, à l'écart de la ville, et coupa le moteur. Le vent s'était levé, balayant les feuilles mortes dans de petits tourbillons nerveux. Caleb resta là, les deux mains posées sur le volant, les épaules tendues. Il sentait en lui cette vieille sensation, celle qu'il avait connue sur le terrain juste avant que quelque chose d'important ne se produise. Ce n'était pas de la peur, c'était autre chose, de la lucidité brute. Il sortit son téléphone et chercha dans ses vieux contacts. Il hésita, puis appela un nom qu'il n'avait plus prononcé depuis 3 ans, Erika Shaw. Sergente dans leur ancienne unité, démobilisée après un incident jamais expliqué. Elle avait toujours été droite, fiable. Et surtout, elle avait gardé ses dossiers. La sonnerie résonna dans le vide. Puis une voix grave, un peu rauque, répondit « Caleb ?» Il inspira. « Salut, Erika, j'ai besoin d'un renseignement. » Elle ne demanda pas pourquoi. Elle ne demanda même pas comment il allait. Elle répondit, comme on répond à un ordre clair, « Dis-moi, tu te souviens de l'opération Blue Harvest ? Celle où Isaac a été touché ?» Un silence, long. Puis, comment pourrais-je oublier ? Tu te souviens s'il y avait un civil sur les lieux, quelqu'un de non identifié ? Elle hésita. Il y avait un véhicule, blindé, non listé, arrivé en fin de mission. On nous avait dit de ne pas poser de questions. Tu as des noms ? Un seul. Il était répertorié comme consultant, Evan Delroy, ou quelque chose comme ça. Mais dans les fichiers internes, il apparaissait aussi sous un autre alias, Warren Pierce. Caleb ferma les yeux, le sang tambouriné dans ses tempes. Il n'y avait plus de doute, Warren Price avait été là. Ce n'était pas un hasard, Tyson l'avait vu, il s'en souvenait. Erika continua, « Pourquoi tu poses ces questions maintenant ?» Caleb hésita, puis répondit d'une voix calme, « Parce que j'ai vu son visage dans les yeux d'un chien. » Un nouveau silence. Puis elle souffla, « Qu'est-ce que tu comptes faire ?»« Ce que je n'ai pas fait à temps, Erika. » Rappeler aux gens que certaines choses ne disparaissent pas simplement parce qu'on arrête d'en parler. Il raccrocha. Son cœur battait plus vite. Pas de peur, mais d'urgence. Warren n'était pas seulement un acheteur de chiens militaires à la retraite, il était impliqué. Il avait été sur le terrain, il faisait partie de ceux qui prennent les décisions dans l'ombre, et Tyson, ce jour-là, avait été témoin. Caleb revint en ville discrètement. Il passa devant l'entrepôt où Warren stockait ses équipements. Un bâtiment sombre, sécurisé, aux vitres teintées. Des véhicules utilitaires entraient et sortaient sans qu'on sache vraiment ce qu'ils transportaient. À côté, un ancien chenil reconverti. Caleb reconnut la silhouette de Tyson à travers les grillages. Debout, encore, toujours, comme un veilleur. Il s'approche, longeant les ombres, observant les moindres détails. Une caméra tournait lentement sur elle-même. Des alarmes. Mais rien qui ne puisse être franchi sans bruit. Il savait faire. Il avait appris pour ça. Mais avant d'agir, il devait comprendre. Il se rendit à la bibliothèque municipale dans la salle des archives. Là-bas, il retrouva les vieux articles jamais numérisés, imprimés sur papier jauni. Un en particulier attira son attention. Un rapport d'enquête sur le décès d'une agente de police locale, Reese Ellison, fille de Gary, officiellement morte dans un accident de voiture sur une route de campagne. Officieusement, elle enquêtait sur des liens entre des terrains contaminés par des produits chimiques militaires et une société de sécurité privée impliquée dans des expropriations illégales. La société, Valtech Solutions, une filiale récemment dissoute. Et l'un de ses anciens consultants, Evan Delroy, alias Warren Price, tout se tenait. Caleb resta là, le regard fixé sur l'article. Reese avait tenté de faire ce que lui-même n'avait jamais osé, comprendre pourquoi Isaac était mort ce jour-là. Pourquoi cette mission avait tourné au cauchemar. Et Tyson, fidèle jusqu'au bout, était peut-être le seul être vivant à avoir encore la mémoire intacte. Il savait ce qu'il devait faire. Il devait sortir Tyson de là. Non pas seulement pour honorer la promesse faite à Isaac, mais pour empêcher qu'un témoin ne soit effacé. La nuit tombait sur Fairbridge, étendant une couche de brume discrète sur les rues encore éclairées par les derniers lampions de la foire. Mais Caleb n'avait plus rien d'un visiteur de fête. Il n'était plus l'homme qui avait assisté impuissant à la vente d'un ami. Il n'était plus le survivant rongé par le doute. Il était un ancien soldat en mission. Et cette mission avait un nom, Tyson. Il se glissa hors de sa camionnette, vêtu d'un vieux sweat noir, capuche rabattue,
Dans sa poche, un tournevis limé à la main, une pince coupante, une lampe frontale et une clé de 12, comme un artisan du silence. Il longea les ruelles en contrebas, évitant les caméras, s'arrêtant à chaque recoin comme s'il relisait une carte invisible qu'il connaissait par cœur. Le chenil de Warren Price était situé à l'arrière de l'entrepôt principal. Officiellement, c'était un centre de recyclage animalier. Officieusement, c'était un lieu de stockage, de tri, d'effacement. Caleb s'approche du grillage, il savait qu'il avait peu de temps. Il inspecta les capteurs au sol, repéra un angle mort entre deux caméras et s'engouffra dans la brèche. Le sol était humide, l'odeur de métal et de javel planait dans l'air. Il avança sans bruit jusqu'à la deuxième barrière, celle qui séparait les cages des anciens chiens de combat, ceux que Warren réhabilitait pour des clients privés. Une fois le verrou forcé, il se glissa entre les couloirs étroits, à peine éclairés par une lumière blafarde. Et puis, il le vit, Tyson. Assis dans une cage, sans couverture, sans gamelle, il ne dormait pas, il attendait, comme s'il savait que cette nuit serait différente. Leurs regards se croisèrent. Caleb sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Il ne bougea pas, Tyson non plus. Et puis lentement, le chien se redressa. Il ne jappa pas, il ne bondit pas. Il s'approcha du grillage et posa doucement sa truffe contre la grille. Comme s'il disait « Je savais que tu reviendrais ». Caleb déverrouilla le loquet doucement, les doigts tremblants. Lorsque la porte s'ouvrit, Tyson sortit d'un pas calme, posé. Il ne bondit pas, il ne courut pas. Il se contenta de se tenir là, à côté de Caleb, comme s'il reprenait sa place dans une unité oubliée. Et ensemble, ils quittèrent le bâtiment par le même chemin silencieux. Mais quelque chose changea quand ils franchirent le dernier grillage. Une alarme s'enclencha, discrète, mais bien réelle. Caleb jura entre ses dents, attrapa la laisse de fortune qu'il avait glissée dans sa ceinture. Et tous deux commencèrent à courir dans les ombres, évitant les lampadaires, longeant les murs. Derrière eux, des voix, des ordres secs. Et des pas d'agents de sécurité ordinaires, des hommes entraînés, des soldats privés. Caleb connaissait cette cadence. Ce n'était pas une simple poursuite, c'était une traque. Il bifurqua vers l'ancien silo désaffecté au nord de la ville, un endroit qu'il connaissait depuis l'adolescence. Là-bas, il pourrait souffler, réfléchir, cacher Tyson le temps de comprendre la suite. Arrivé à l'abri, il verrouilla la porte derrière eux et alluma une vieille lanterne à gaz posée sur une caisse en métal. Tyson s'assit, haletant doucement. Il n'avait pas peur. Il était simplement vieux, fatigué, mais présent. Caleb s'agenouilla devant lui. Il le caressa lentement, sa main glissant le long de son encolure râpeuse. « On n'a plus beaucoup de temps. Ils vont te chercher. Mais ils ne savent pas ce que tu sais. Ils ne savent pas ce que tu as vu. » Tyson ferma brièvement les yeux. Et pour la première fois depuis des années, Caleb sentit son cœur se calmer. Il savait que sortir Tyson n'était que le début. Maintenant, il fallait comprendre ce que ce chien portait encore en mémoire. Une mémoire vivante, une pièce manquante dans un puzzle bien plus vaste. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Il appela de nouveau Erika. Cette fois, elle répondit en visio. Son visage apparut dans la lumière tremblotante, grave, tendue. « Tu as fait quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans détour. Caleb hocha la tête. « J'ai récupéré Tyson. » Elle souffla, longuement. « Tu n'es pas en sécurité, ni lui. Warren a des connexions très haut placées. Tu as réveillé quelque chose qu'il voulait garder enterré. » Caleb se tourna vers Tyson. Il est le seul à pouvoir les forcer à parler. Erika resta silencieuse un moment, puis reprit. « J'ai fouillé les anciens fichiers, les rapports de Rhys Ellison. Elle avait identifié un site près de la rivière Milford, un entrepôt masqué sous l'appellation de centre de traitement des déchets. Elle pensait que c'était là que les documents, les preuves, les rapports étaient stockés. Et tu penses que Tyson y a été emmené ? Non, je pense qu'il y a été utilisé, comme chien de garde, comme arme, et qu'il a tout vu. » Caleb regarda Tyson. Le vieux chien s'était allongé, mais ses yeux restaient ouverts, lucides, comme s'il suivait la conversation, comme s'il comprenait. « Alors c'est là qu'on ira. » Erika le regarda fixement. « Tu sais que si tu vas là-bas, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière ?» Caleb ne répondit pas. Il posa une main sur le flanc de Tyson. Le chien leva la tête, et pour la première fois depuis longtemps, Caleb murmura « Cette fois, je ne te laisse pas tomber. » Le soleil ne s'était pas encore levé quand Caleb et Tyson quittèrent le silo. La ville dormait sous un voile de brume humide, et les routes secondaires étaient désertes. Ils conduisaient sans musique, le regard fixé sur la ligne d'horizon, tandis que Tyson, assis sur le siège passager, respirait calmement, son regard fixé droit devant lui,
comme s'ils savaient exactement où ils allaient. Le centre de traitement de Milford. Officiellement, un site d'entreposage de déchets chimiques, fermé depuis 2 ans. Officieusement, un lieu que Rhys Ellison avait visité en secret 2 semaines avant sa mort. Caleb n'avait pas d'autorisation, pas de badge, pas de plan. Il avait seulement les coordonnées que Erica lui avait envoyées. Et une certitude, ce lieu contenait les pièces manquantes du puzzle. Et peut-être une part de vérité que Tyson portait encore en silence. Le portail d'entrée était rouillé, à moitié ouvert, comme si personne ne s'était soucié de le refermer depuis longtemps. Pourtant, il y avait des traces récentes dans la boue. Des pneus, des bottes, des empreintes, trop bien alignées pour appartenir à de simples ouvriers. Caleb fit rouler la camionnette sur quelques mètres, puis la gara derrière une pile de conteneurs renversés. Il descendit sans bruit, Tyson à ses côtés, en alerte. Il portait encore sa vieille veste militaire, celle qu'il avait juré de ne plus remettre, mais qui semblait aujourd'hui reprendre sa place sans le moindre bruit. Ils avancèrent lentement entre les bâtiments, longeant des hangars vides, des cuves éventrées, des murs tagués. Et puis, ils tombèrent sur une porte métallique différente des autres, plus propre, avec une serrure neuve, une caméra pivotante et un panneau effacé où l'on devinait à peine les lettres. Sécurité niveau 3, autorisation requise. Caleb s'accroupit, sortit ses outils. En quelques minutes, il força l'entrée. À l'intérieur, il découvrit un couloir en béton, éclairé par des LED blafardes incrustés dans le plafond. Tout était propre, récemment entretenu. Cela n'avait rien à voir avec le reste du site. C'était une installation active, non déclarée. Tyson le devança légèrement. Il marchait lentement, mais chaque pas était sûr. Il ne reniflait pas au hasard. Il reconnaissait. Il se souvenait. Au bout du couloir, une double porte blindée. Caleb chercha un clavier, trouva un terminal caché derrière une plaque métallique, mais avant qu'il ne puisse réagir, Tyson s'arrêta net. Il grogna, lentement, un grognement sourd, grave, ancien. Caleb leva les yeux. Une caméra venait de pivoter dans leur direction. Trop tard. Ils avaient été repérés. Une sirène sourde se déclencha. Pas un cri strident. Un vrombissement grave, presque étouffé. Un signal interne. Caleb attrapa la poignée de la porte, appuya de toutes ses forces. Rien. Puis Tyson bondit contre le panneau latéral. Une caisse de contrôle céda dans un grésillement. La porte s'ouvrit brusquement. Derrière, un laboratoire, ou plutôt ce qui en restait. Des cages, des cuves, des écrans éteints, et au centre des rangées de dossiers en métal soigneusement classés. Caleb s'y précipita, il en ouvrit un au hasard. À l'intérieur, des rapports militaires codés, des suivis de chiens K9 affectés à des missions classifiées, des notes manuscrites. Et un nom, en haut de la première page, Tyson K9 4571 Delta. Il feuilleta les pages, des détails précis, des missions non enregistrées, des déplacements illégaux et au bas d'un rapport, une mention sur une observation imprévue par une agente civile. Rhys. Elle était tombée sur un dossier contenant la preuve que des chiens militaires avaient été utilisés pour sécuriser des transactions chimiques illégales sur des terrains civils. Et Tyson, ce jour-là, était le seul présent. Caleb prit tout ce qu'il pouvait, fourra les documents dans son sac. Il savait qu'il n'avait que quelques minutes avant l'arrivée des hommes de Warren. Tyson, de son côté, s'était figé devant une des anciennes cages. Il reniflait lentement. Puis, il émit un petit couinement presque douloureux. Caleb s'approche. Sur le sol, une trace, une flaque asséchée brunie par le temps. Et sur le mur, une inscription à peine visible gravée à la main dans la tôle. Rhys. Elle était venue ici. Elle avait été enfermée. Ou pire. Caleb ferma les yeux un instant. Il se redressa, déterminé. Ils devaient sortir, maintenant. Mais à la sortie, ils tombèrent nez à nez avec 2 silhouettes armées. Pas des policiers, pas des agents de sécurité civile. Des hommes en tenue tactique noire, visage masqué. L'un leva son arme. « Arrêtez-vous !» Tyson réagit en une seconde. Il bondit malgré son âge, malgré ses douleurs. Il heurta l'homme au torse, le désarma, roula avec lui dans la poussière. Caleb profita de la confusion pour plaquer l'autre contre le mur, lui arracher son arme et le neutraliser d'un coup sec à la tempe. L'adrénaline parlait à leur place. Ce n'était plus une mission, c'était de la survie. Ils coururent vers la sortie. Caleb ouvrit la portière de la camionnette. Tyson sauta à l'intérieur. Il démarra en trombe, laissant derrière lui la poussière, le sang, les cris étouffés dans la radio des hommes tombés. Et surtout, un site désormais compromis. Il ne savait pas encore ce qu'il ferait des documents. Il ne savait pas encore comment les rendre publics, ni à qui faire confiance. Mais une chose était sûre, il ne pourrait plus faire taire cette histoire.
Tyson avait tout vu, et maintenant le monde allait voir aussi. La camionnette fendait la nuit comme une ombre blessée, cahotant sur les routes secondaires, loin des axes principaux. Caleb avait retiré sa veste, la plaçant sur le dos de Tyson qui respirait plus fort qu'à l'accoutumée. Il n'avait pas été blessé, mais la tension, la course, la lutte, tout cela avait pesé sur son vieux corps. Et pourtant, dans son regard, il n'y avait ni fatigue ni peur. Juste cette lumière dure, fixe, qui disait « Je suis encore debout ». Caleb conduisait sans plan précis. Il savait qu'il n'était plus question de revenir chez lui. Pas question non plus de se rendre à la police. Il avait en main des preuves classifiées, des documents qu'aucun procureur ne pourrait protéger sans une tempête médiatique. Et cette tempête, il allait devoir la déclencher lui-même, mais pas seul. Il pensa à Gary Ellison, à Erika, à ceux qui, comme lui, avaient tout perdu et pourtant étaient restés debout. Peut-être était-ce le moment de ne plus agir comme un soldat isolé, mais comme un homme entouré de gens prêts à parler. Il s'arrêta dans un vieux motel à 20 miles de Fairbridge, un endroit oublié, poussiéreux, où personne ne posait de questions tant que vous payiez en liquide. La chambre sentait le plastique fondu et les cigarettes froides, mais c'était un abri. Caleb posa les dossiers sur le lit, alluma une lampe et se mit à trier. Chaque feuillet, chaque signature, chaque photo était une pièce du cauchemar. Un enregistrement audio attira son attention. Il le lança sur son ordinateur portable, relié à un petit haut-parleur usé. Une voix masculine, lointaine, autoritaire, phase 3, enclenchée. Le site est sécurisé. Le K9457 a réagi négativement à l'exposition. Note, risque de mémoire traumatique non effacé. Caleb ferma les yeux. Risque de mémoire traumatique. Il savait que Tyson se souvenait. Et ils avaient tenté d'éteindre cette mémoire, de la manipuler, peut-être de la détruire, mais ils avaient échoué. Tyson était toujours là, entier, et porteur d'un témoignage plus solide que n'importe quel document. C'est à ce moment-là que son téléphone vibra. Un message d'Erika. Ils t'ont localisé. Quitte le motel maintenant. Camion banalisé en approche, 2 hommes à bord. Caleb bondit hors du lit, attrapa le sac, les papiers, le peu de vêtements qu'il avait encore. Tyson se redressa instantanément, grognement discret dans la gorge. En moins d'1 minute, ils étaient dehors, glissant dans l'ombre. Il laissa la camionnette, trop repérable, et se faufila avec Tyson par une ruelle qui longeait les containers à ordures. À l'angle, 2 silhouettes apparaissaient déjà à l'horizon. Lunettes de vision nocturne, oreillettes, fusil d'assaut tenu bas. Caleb tira Tyson par le collier, fila entre 2 grillages et déboucha sur une voie ferrée. Le vent sifflait, froid et coupant. Les herbes hautes masquaient leur passage, mais il savait qu'ils ne pourraient pas tenir longtemps comme ça. Il leur fallait une planque ou une sortie. À 100 de mètres, un vieux wagon abandonné. Caleb y grimpa, Tyson à ses côtés. Il referma la porte métallique et se plaqua contre la paroi, retenant son souffle. Les bruits de pas se rapprochaient, et puis une voix. « Il est là ?» L'odeur du chien est fraîche. Une autre répondit, plus grave, « Si on le récupère vivant, on peut encore neutraliser la situation. » Caleb serra le poing. C'était donc ça, leur plan. Effacer le chien. Éteindre la mémoire. Faire croire qu'il n'y avait jamais eu de témoin. Il colla sa main contre la tête de Tyson qui restait parfaitement immobile. Pas un son, pas un frisson. Le vieil instinct, intact. Les pas s'éloignèrent, ils avaient bifurqué, perdu leurs traces, du moins pour le moment. Quelques heures plus tard, à l'aube, ils reprirent la route à pied. Caleb ne voulait pas attirer l'attention avec un véhicule. Il décida de rejoindre Gary. L'ancien fermier avait gardé un vieux bunker sous sa grange, vestige paranoïaque d'une époque où les hommes pensaient que la guerre viendrait par le ciel. Aujourd'hui, cette peur semblait presque naïve. La guerre était déjà là, invisible, rampante, sous la forme d'entreprises privées et de souvenirs qu'on voulait dissoudre dans le silence. Gary les accueillit sans un mot, il leur ouvrit la trappe, les guida dans une pièce minuscule mais sèche, où le monde semblait figé hors du temps. Là, Caleb étala les dossiers. Gary les lut, lentement. Puis d'une voix grave, « Ma fille est morte pour ça. » Caleb acquiesça. Et maintenant, ils veulent ne tuer le dernier témoin. Gary regarda Tyson. Il n'est pas juste un chien. C'est un lien, une preuve vivante. Alors ils se mirent à travailler. Ils scannèrent, recopièrent, encryptèrent chaque document. Erika, de son côté, transmettait les données à un ancien journaliste d'investigation basé à Denver, prêt à publier dès que le dossier serait complet. Il leur fallait du temps. Pas beaucoup, juste assez. Mais Warren Price n'attendait plus.
Cette nuit-là, il envoya un message à ses hommes. Un ordre court, sans détour, retirez le chien, effacez l'homme, faites-le proprement. Le vent sifflait à travers les interstices du vieux bunker. Dehors, l'aube ne s'était pas encore levée, mais on devinait dans le ciel ce gris livide des heures où les choses se décident. Caleb n'avait pas dormi. Il relisait les documents pour la 100e fois, les yeux brûlés, les doigts salis par l'encre et la poussière. Tyson dormait à ses pieds, sa respiration profonde et régulière comme un métronome ancien. À chaque souffle, Caleb sentait un rappel. Ce n'était pas juste une fuite, c'était un compte à rebours. Dans un coin, Gary pianotait nerveusement sur un vieil ordinateur portable relié à un modem sécurisé. Erika apparaissait sur l'écran toutes les 20 minutes. Elle envoyait des instructions, des noms de contacts, des points relais comme une opératrice clandestine d'un réseau oublié. Il leur restait peu de temps. Le journaliste de Denver, Paul Atkinson, avait accepté de publier l'enquête complète. À une condition, une vidéo, une preuve vivante. Pas seulement des documents, quelque chose que le monde pourrait voir, comprendre, ressentir. Et là, Caleb avait eu une idée. Il s'approcha de Tyson, s'agenouilla lentement. Le vieux chien leva la tête. Caleb plaça devant lui un dictaphone, puis une caméra fixée à un trépied artisanal. Il n'avait pas besoin de script, seulement de vérité. Il parle d'abord doucement. « Tyson, tu te souviens de cette nuit, celle où tout a changé ?» Tyson cligna lentement des yeux. Caleb sortit de sa poche une photo, Isaac, lui et Tyson. 3 silhouettes couvertes de poussière, mais debout. On était là tous les 3. Tu te rappelles? Les hommes en noir, les caisses qu'ils faisaient charger dans l'hélico, le civil qui donnait des ordres alors qu'il n'était même pas censé être là. Tu l'as vu, Tyson. Tu l'as senti. Il sortit une deuxième photo. Warren Price, bien plus jeune, en uniforme, regard dur. Tyson la fixa longuement. Puis d'un geste lent, il s'en approcha, posa sa truffe contre le papier. Caleb sentit un frisson lui traverser la nuque. Tu n'as pas oublié? Il enregistra tout, chaque geste, chaque silence, chaque regard de ce chien qui, bien qu'il ne puisse parler, portait la mémoire de plusieurs morts, de trahisons, de souffrances qu'aucun dossier ne saurait vraiment dire. Cette vidéo, c'était une prière muette, mais surtout, c'était une bombe. Gary envoya le tout au journaliste en 2 fragments chiffrés. Erika confirma 1 heure de publication, 18h42 heure de Denver, pas avant. Cela leur donnait moins de 12 heures pour survivre. Mais Warren n'attendit pas l'échéance. À 11h13, 2 véhicules noirs furent repérés par une caméra de surveillance municipale, à 10 km de la ferme de Gary. À 11h30, un drone passa au-dessus du secteur, discret, silencieux. Caleb le vit depuis la trappe. Il sut que le temps du secret était terminé. Ils se préparèrent. Gary récupéra son vieux fusil de chasse. Erika prévint un ancien contact dans les forces de l'ordre, mais elle n'avait plus aucune garantie. Ce qu'ils allaient faire maintenant, ils le feraient seuls. Caleb donna à Tyson une ration d'eau, caressa lentement son cou et lui murmura « Tu as déjà tout fait, tu as déjà sauvé ce monde, mais cette fois, je ne te laisserai pas au front. Tu restes avec moi, jusqu'au bout. » À 12h07, la terre vibra. Un premier véhicule s'était arrêté non loin, puis un second. Des hommes descendirent, aucun badge, pas d'insigne. Leur langage corporel ne laissait aucune place au doute. C'étaient des nettoyeurs, des professionnels du silence. Caleb, Gary et Tyson se postèrent dans l'ombre du grenier, attendant, pas pour tirer, pas encore, seulement pour observer, comprendre, prendre le risque de sauver autre chose que leur peau. Puis une voix s'éleva dans un haut-parleur, froide, calibrée, inhumaine. « Caleb Monroe, vous détenez des documents appartenant à une entité fédérale. Livrez le chien, sortez les mains en l'air. Vous avez 2 minutes. » Caleb répondit sans hausser la voix. Il ouvrit la fenêtre en bois, regarda les hommes en bas. « Vous êtes en retard. Dans 5 heures, ce que vous essayez de cacher sera en ligne, partout, et vous ne pourrez plus rien contrôler. » Un silence. Puis, ce n'est pas personnel, Monroe. Ce chien est dangereux. Il a vu trop de choses. Caleb se tourna vers Tyson. Le vieux chien le fixait, calme, immobile, comme s'il comprenait chaque mot. « Non, » répondit Caleb. « Ce chien est la seule chose encore honnête dans tout ce que vous avez détruit. Et il ne vous appartient plus. » Les hommes se dispersèrent. Ils allaient tenter une approche discrète, tactique. Ils pensaient encore avoir l'avantage, mais Caleb avait une autre idée. Il lança une capsule thermique improvisée derrière la ferme. Une explosion sèche, aveuglante. Leurs assaillants reculèrent. Caleb et Tyson sortirent en courant vers le champ derrière la propriété. Gary couvrit leur fuite avec 3 tirs secs, précis,
tiré à l'ancienne, mais assez bruyant pour semer la panique. Ils avaient maintenant quelques minutes, pas plus. Caleb courait, Tyson à ses côtés, sans laisse. Il se dirigeait vers l'ancienne route forestière, là où aucun véhicule ne passait. Là où les arbres formaient encore une barrière naturelle entre les hommes et le monde vivant. Ils avaient déclenché une guerre. Mais cette fois, ils n'allaient pas fuir. Ils allaient tenir et faire entendre une voix que personne n'avait jamais écoutée. La forêt les enveloppait comme un manteau de silence. Caleb avançait à travers les branches basses, Tyson à ses côtés, leurs pas synchronisés comme à l'époque des patrouilles, mais cette fois, il n'y avait ni base à sécuriser, ni camarades pour couvrir leurs arrières. Seulement la boue, les troncs humides, le vent entre les feuilles, et l'ombre d'hommes armés à quelques centaines de mètres, déterminés à tout effacer. Caleb s'arrêta sous un vieux pont de bois, effondré. Il connaissait l'endroit. Adolescent, il y venait pêcher. Jamais il n'aurait pensé y revenir un jour avec un sac plein de documents classifiés et un chien marqué au plus profond de sa mémoire. Il ouvrit une trappe dissimulée sous une souche creuse. À l'intérieur, un petit relais radio alimenté par batterie. L'installation était rudimentaire, bricolée autrefois avec Gary pour écouter les ondes. Mais aujourd'hui, c'était leur chance. Il lança l'émetteur, une fréquence unique, cryptée, destinée à Erika. En quelques secondes, une voix s'éleva dans le haut-parleur. « Caleb, on a été repéré. On n'ira pas jusqu'au point de rendez-vous. Il faut lancer la diffusion maintenant. » Erika hésita. « Il te reste 1 heure avant la publication. Ils ne vont pas attendre. Ils vont essayer de brouiller les signaux, de nous éliminer. C'est maintenant ou jamais. » Un court silence, puis elle répondit d'une voix ferme. « Très bien, prépare-toi à l'impact. » Caleb raccrocha. Il s'agenouilla devant Tyson. Le vieux chien haletait doucement, mais il n'était pas à bout. Pas encore. Il posa une main sur sa tête, lentement, puis murmura « Tu te souviens de ce qu'on faisait quand l'ennemi était invisible ? On tenait la ligne. On tenait même quand on ne voyait rien. » Tyson ferma brièvement les yeux. Puis, dans un effort qui semblait presque cérémonial, il se redressa. Pas avec l'énergie d'un chien jeune, mais avec la dignité d'un vétéran. Ils se postèrent dans un recoin naturel formé par des rochers, une sorte d'abri naturel surélevé, avec une bonne visibilité. Caleb arma son fusil, vérifia les munitions restantes. 2 chargeurs, pas plus. De quoi défendre, pas attaquer. Et puis le premier drone passa, silencieux, invisible à l'œil nu, mais trahi par une légère vibration dans l'air. Caleb se plaqua contre le sol. Tyson aussi. Quelques secondes plus tard, une voix s'éleva de nulle part, amplifiée, distante, mais implacable. « Caleb Monroe, vous n'êtes pas seul concerné. Ce chien est porteur d'une menace biologique. Il doit être remis immédiatement aux autorités compétentes. Ceci est de votre dernier avertissement. » Caleb se redressa lentement. Il regarda le ciel, là où il savait que la machine les observait. Et il cria « Vous mentez. Ce chien n'est pas une menace. Il est la mémoire vivante de votre trahison. Et vous ne pourrez pas faire taire la vérité. Pas cette fois. » À cet instant précis, à l'autre bout du pays, dans les serveurs d'un média indépendant, la vidéo commença à se propager. La caméra montrait un homme fatigué mais droit, un chien marqué mais digne. Des dossiers étalés sur un lit, des photos, des regards, et surtout, ce moment inoubliable où Tyson posait doucement sa truffe sur le visage de Warren Price, imprimé sur papier. La vidéo fit le tour des réseaux. Des vétérans la partagèrent, des agents en retraite commentèrent, des journalistes l'analysèrent image par image, et dans les minutes qui suivirent, Warren Price devint un nom impossible à ignorer. Mais à Fairbridge, Caleb ne le savait pas encore. Ce qu'il savait, c'est que les hommes armés approchaient. Il entendait leurs pas dans les feuilles, leurs murmures dans les radios, et alors qu'il se rapprochait, il sentit une pression sur sa cuisse. Tyson. Le vieux chien s'était couché contre lui comme pour dire « Je suis prêt, quoi qu'il arrive ». Caleb inspira longuement. Il n'avait pas peur. Il était fatigué, oui, mais déterminé. Quand le premier homme franchit la ligne des arbres, Caleb ne tira pas. Il cria « Faites demi-tour, vous êtes en train de défendre des criminels ». Le silence. Puis le deuxième homme apparut. Tyson se leva, lentement. Il montra les crocs. Pas pour attaquer, pour prévenir. Le troisième soldat apparut enfin. Mais au lieu d'armer son fusil, il leva une main. On a reçu l'ordre d'attendre. Quelque chose se passe. Leurs radios grésillèrent, une voix paniquée dans leur oreillette. Caleb ne comprenait pas les mots exacts, mais le ton suffisait. Quelque chose avait changé. Tyson ne grogna plus. Il regardait droit, fixement, comme s'il sentait la tension basculer,
comme s'il savait que le monde quelque part venait de voir et que ce qu'il portait n'était plus un secret. Caleb regarda ses anciens ennemis. Ils n'avaient plus d'arrogance, plus de menaces. Ils n'étaient que des hommes en uniforme, pris dans une machine plus grande qu'eux. Et pour la première fois depuis longtemps, il se permit un murmure. « On les a eus, mon vieux. On les a eus. » Les hommes en noir repartirent un à un, laissant derrière eux une clairière vide et 2 silhouettes immobiles. Caleb n'avait pas bougé, Tyson non plus. Ils étaient restés là jusqu'à ce que le silence redevienne complet. Pas par peur, pas par prudence, mais parce qu'ils savaient que quelque chose venait de se briser dans l'ombre, et qu'enfin, un rayon de lumière filtrait à travers. À Denver, à Chicago, à Washington, les premiers articles sortirent. Le dossier fut relayé par des vétérans, des avocats, des familles de soldats disparus. Le nom de Warren Price fut associé à un réseau opaque de contrats militaires, de transferts de propriété, de programmes de suppression de mémoire chez les chiens K9. On révéla que plusieurs unités de combat avaient été recyclées dans des centres de reprogrammation, certains fermés après enquête. Mais trop tard. Beaucoup étaient déjà morts, oubliés, dissous dans des rapports internes. Et puis, il y avait la vidéo. Elle était devenue virale en quelques heures, pas pour sa violence, pas pour ses preuves écrites, mais pour le regard de Tyson, pour ce moment précis où un chien levait les yeux vers l'objectif et racontait sans un mot tout ce que les puissants avaient tenté d'effacer. Ce regard valait tous les procès-verbaux, tous les aveux. Caleb et Tyson furent exfiltrés par un groupe d'anciens agents fédéraux convertis en lanceurs d'alerte. Erika organisa tout discrètement, efficacement. Pendant 3 semaines, ils restèrent cachés dans un centre pour vétérans du Montana, protégés par des gens qui savaient ce que signifie tenir sa parole. Un procès eut lieu, pas contre tous, mais contre certains. Et surtout, une loi fut votée. Une loi qui obligeait désormais à classer chaque chien militaire comme vétéran à part entière, avec droit à un foyer, à une reconnaissance, à une mémoire. Tyson reçut une médaille, pas une médaille officielle, pas une médaille enrubannée, une simple plaque gravée, clouée sur le mur d'un petit refuge près de Fairbridge. On pouvait y lire « K9 Tyson, témoin silencieux d'une guerre qu'on ne voulait pas voir ». Caleb, lui, refusa les interviews. Il ne parla à aucun journaliste. Il retourna dans sa maison, racheta un vieux terrain près des bois, planta des arbres avec Gary. Il vivait simplement entre les silences et les souvenirs. Tyson vécut encore 2 ans. 2 années calmes, sans cage, sans ordre, juste la paix. Chaque matin, Caleb lui ouvrait la porte. Le chien sortait, faisait le tour du champ, puis revenait se coucher près de lui, sur le vieux tapis au coin du feu. Parfois, il posait la tête sur ses genoux, et parfois, Caleb racontait des souvenirs, des bouts d'histoire, comme s'il parlait à un frère qu'on n'enterre jamais vraiment. Le jour où Tyson s'endormit pour la dernière fois, Caleb resta à ses côtés jusqu'au soir. Il ne pleura pas, il ne créa pas. Il resta là, sa main sur le poil devenu gris, et murmura simplement « Tu as tout tenu, mon vieux, tu n'as jamais lâché, même quand le monde voulait t'oublier. » Il l'enterra au pied d'un chêne, sur le flanc de la colline. Pas de croix, pas de pierre, juste un petit os taillé dans du bois posé sur la terre fraîche. Les années passèrent, les médias oublièrent, le monde tourna, mais quelque part dans une clairière invisible, aux cartes officielles, un homme et un chien avaient tenu tête à l'oubli. Et ce jour-là, dans le cœur de ceux qui savaient, la vérité avait aboyé plus fort que le silence.